Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Coup d'envoi du Congrès des maires de France, une semaine de débat sous tension pour les élus qui s'estiment malmenés par le pouvoir en place, et les collectivités ultramarines ne sont pas épargnées par ce mouvement de recentralisation. On en parle dans un instant. Le projet de loi de finances rectificative examiné par le Sénat, un texte qui transfère les 600 millions d'euros de recettes de la taxe sur les carburants au budget général, au lieu de les attribuer à la transition écologique. Les explications en direct de l'hémicycle dans cette édition. Et ce tour de passe-passe budgétaire risque d'attiser la colère des Gilets jaunes après la mobilisation de samedi qui a réuni près de 290 000 personnes. Les manifestants cherchent à amplifier et à inscrire le mouvement dans la durée, d'autant que le gouvernement entend maintenir le cap. Analyse et décryptage à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui, salle des conférences, et Alexandre Poussard depuis l'hémicycle du Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, Carlos Ghosn, arrêté au Japon, le patron de Renault-Nissan et PDG le mieux payé de France, est soupçonné d'avoir dissimulé une partie de sa rémunération au fisc japonais. Nissan va proposer son départ jeudi. Emmanuel Macron, de son côté, a assuré que l'État français serait extrêmement vigilant à la stabilité du constructeur automobile français, alors que l'action Renault s'effondrait en bourse. Les explications de Fabien Recker. L'annonce a fait dévisser l'action de Renault-Nissan. Selon plusieurs médias japonais, Carlos Ghosn, le patron du constructeur automobile, a été arrêté lundi à Tokyo, soupçonné de malversation et de fraude fiscale à hauteur de 38 millions d'euros. Dans la foulée, Nissan publie un communiqué affirmant que Carlos Ghosn a pendant de nombreuses années déclaré des revenus inférieurs au montant réel. Le constructeur dénonce également l'utilisation de biens de l'entreprise à des fins personnelles. La firme japonaise se base sur une enquête interne menée après les révélations d'un lanceur d'alerte. Arrivé au Japon en 1999 pour redresser Nissan, Carlos Ghosn est l'un des patrons automobiles les plus puissants du monde et l'un des mieux rémunérés, avec près de 13 millions d'euros de revenus en 2017. Emmanuel Macron a réagi en fin de matinée, déclarant que l'État français resterait, je cite, extrêmement vigilant sur la stabilité du groupe automobile. Nissan réunira jeudi son conseil d'administration pour voter le limogeage de Carlos Ghosn. Et cette question, cette arrestation de Carlos Ghosn a eu des retentissements jusqu'ici au Sénat à l'ouverture de la séance, puisque cela a fait l'objet d'un rappel au règlement de la part de la sénatrice centriste Nathalie Goulet. Et pour en parler, on vous retrouve Alexandre Poussard pour en savoir plus sur l'intervention de cette sénatrice. Et oui Delphine, cette information a perturbé la séance puisque le Sénat devait débattre d'un tout autre sujet, le budget rectificatif pour 2018. Et Nathalie Goulet, la sénatrice centriste de l'Orne, qui est attachée à ces questions d'évasion fiscale, a pris la parole pour un rappel au règlement, effectivement, et pour alerter les sénateurs sur les conséquences de cette arrestation pour l'économie française. Alors d'abord pour le groupe Renault, qui est lié au groupe Nissan, et puis également pour les autres entreprises françaises qui travaillent avec ce groupe Renault-Nissan. Et donc voilà, une arrestation qui pourrait avoir des répercussions sur tous les acteurs français autour de ce groupe. Et elle a appelé les sénateurs à surveiller cette affaire à travers les diverses commissions et notamment la délégation aux entreprises pour surveiller les conséquences de cette arrestation. Merci à vous Alexandre, et on vous retrouve dans un instant. On continue les réactions à l'arrestation de Carlos Ghosn avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet. Éric Bocquet, alors votre réaction au fait que Carlos Ghosn ait été arrêté au Japon pour avoir dissimulé ses revenus au fisc, peut-il rester à la tête de Renault-Nissan? Non, la question se pose clairement. Effectivement, Renault-Nissan, la holding qui associe les deux marques, les Japonais ont été hyper réactifs, ont pris les mesures qu'il fallait, et j'imagine qu'ils sont des éléments suffisamment conséquents pour intervenir ainsi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dépasser le stade de la vigilance. J'ai entendu que M. Macron disait qu'il était vigilant. Il faut agir de manière spectaculaire
spectaculaires pour mettre fin à ce scandale. Vous jugez que le président de la République ne va pas assez loin, qu'il est trop prudent pour l'instant dans ses propos? Je trouve. Je ne pense pas que les Japonais aient agi sur un coup de tête. Ils ont certainement des éléments assez probants et conséquents pour agir ainsi. C'est pas de l'improvisation. Donc oui, il faut que la justice française soit saisie. Et il faut que M. Ghosn soit démis de ses fonctions de PDG de Renault. Alors pour l'instant, cela reste des soupçons. La présomption d'innocence demeure. Mais si cela s'avère vrai, est-ce que cette affaire vous choque? Écoutez, c'est un cas de plus, quoi. Un cas de plus. On est dans deux mondes différents. On est dans ce contexte-là en France où les Gilets jaunes réclament un peu d'argent pour vivre un peu moins mal, les retraités, les salariés, les classes moyennes. Et là, de l'autre côté, les PDG du CAC 40 l'an dernier ont vu la rémunération augmenter de 14%. Les milliardaires, les millionnaires, leur patrimoine a augmenté de 30% sur cette même année 2017. Il y a vraiment un problème de répartition de la richesse dans cette société. Oui, donc c'est un cas de plus qui l'illustre. Alors non seulement on a des rémunérations absolument stratosphériques, je crois que c'est 43 000 € par jour, le salaire de M. Ghosn, et de l'autre côté on a la pauvreté et les difficultés, et ça ne peut pas durer ainsi. Oui, ce contraste vous marque dans ce contexte particulièrement inflammable des Gilets jaunes, alors qu'il y a encore des points de blocage aujourd'hui, 2 jours après le 17 novembre. Oui, le malaise est très profond, ça dépasse la simple question du absolument, carburant. c'est la goutte de carburant qui fait déborder le vase des mécontentements accumulés depuis des années. Voilà, donc les gens n'en peuvent plus, le manifestent de manière spectaculaire et durable. Je pense que le gouvernement aurait tort de sous-estimer ce qui est en train de se passer dans ce pays. Le gouvernement doit-il être plus à l'écoute? On a entendu Édouard Philippe s'exprimer sur le mouvement des Gilets jaunes hier, entendre la colère, mais toujours cette même chose, il garde le cap, il garde ses mesures. Oui, pas sourd, mais autiste. Donc s'il n'y a pas de réponse claire en termes de tarification, les taxes sur les carburants, le pouvoir d'achat, les salaires, le niveau des pensions, tant qu'on ne répondra pas à ces questions-là, on sera à côté de la plaque. Alors justement, Édouard Philippe justifie cette hausse de la taxe sur les carburants par l'importance de la transition énergétique, de la transition écologique. Que pensez-vous du projet de loi de finances rectificative qui prévoit justement d'affecter 600 millions d'euros, non pas à la transition énergétique, mais c'est 600 millions d'euros de moins qui vont en revanche aller au budget général? C'est tout le problème de ce gouvernement qui communique beaucoup, qui fait des annonces. On annonçait en mois de septembre 6 milliards d'euros rendus en pouvoir d'achat aux Français. Et quand on regarde toutes les missions, comme on l'a fait en commission des finances, une par une, on est à chaque fois une espèce de tango du nouveau monde, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. On donne d'une main, on reprend de l'autre, et on vit la même chose là avec la transition énergétique. Effectivement, sur les 37,7 milliards de taxes prévues en 2019, seuls 20% à peine iront à la transition énergétique. On voit aussi qu'il y a peut-être par exemple le chèque énergie qui n'a pas été utilisé à 100% sur cette année. C'est ce qui explique aussi cette situation, alors que c'est justement là-dessus que mise le gouvernement. C'est paradoxal. Oui, mais ce sont toujours des mesurettes périphériques. On ne pose pas les questions de fond. Changer de véhicule, ça veut dire avoir le salaire pour pouvoir le faire, avoir le salaire pour pouvoir emprunter à la banque pour financer cet achat nouveau. Des voitures à 15-20 000 €, voire plus. Pour des voitures hybrides, par exemple, ça n'est pas à la portée de tous. Il faut enfin poser la question des salaires et du niveau des retraites dans ce pays. Merci beaucoup Éric Bocquet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Ils étaient samedi près de 290 000 à manifester dans toute la France. Les Gilets jaunes ont catalysé bien des colères, du prix de l'essence à un sentiment de relégation. Ces citoyens espèrent poursuivre leur mobilisation. De nombreux blocages étaient organisés aujourd'hui. Stéphane Amalian. Ils souhaitent installer le mouvement dans la durée avec une nouvelle stratégie, bloquer les sites de dépôt de carburant. Comme à Verne-sur-Seiche en Bretagne, où les blocages ont provoqué un embouteillage de 200 poids lourds ce matin. Sur l'ensemble du territoire, 6 entrepôts de pétrole ont été concernés. 3 d'entre eux étaient encore sous blocus dans l'après-midi. Outre les sites pétroliers, plus de 300 lieux d'action sont dénombrés, émaillés de tensions avec les automobilistes. Mais bien sûr, mais alors, je regarde moi aussi le prix de l'essence, je regarde moi aussi ce que ça rejette sur l'État. Les autoroutes ne sont pas épargnées. L'axe Lyon-Paris est touché au niveau du péage de Lima à Villefranche, où un barrage filtrant a été mis en place avec les barrières levées. L'autoroute A7 est également ralentie à hauteur d'Avignon, tout comme l'axe Mulhouse-Belfort dans l'est de la France. À Bordeaux, 3 grands axes étaient bloqués, notamment le pont d'Aquitaine évacué à la mi-journée par les CRS et les pompiers. Hier, à partir de 10h, on est revenu, on se refait chasser, mais c'est pas grave, on tiendra bon, on va encore revenir à la charge, c'est pas grave. 350 lieux d'action sont dénombrés depuis lundi matin alors que quelques incidents sont survenus. Un jeune homme de 25 ans a été blessé par un camion à Saint-Dizier dans la nuit de dimanche à lundi.
À Livron, dans la Drôme, un véhicule a forcé le passage à des manifestants. Un appel à manifester à Paris a été lancé sur les réseaux sociaux pour faire converger les gilets jaunes samedi 24 novembre dans la capitale. Et c'est par la voix d'Édouard Philippe que le gouvernement a réagi hier soir. Pas question de changer de cap pour le Premier ministre, alors que l'opposition s'est félicitée de la réussite de ce mouvement. On voit tout de suite les réactions avec Samia Dechir. C'est un mouvement qui leur échappe. À défaut de les piloter, les partis d'opposition soutiennent les gilets jaunes et tentent de surfer sur la vague de leur colère, l'extrême droite en tête. J'encourage le gouvernement à dire qu'il a entendu le message. Et pour l'instant, je n'entends rien. Mais dimanche soir, après 2 jours de mobilisation dans toute la France, le Premier ministre reste inflexible. Le gouvernement ne reculera pas. Le cap, il est bon et nous allons le tenir. Et c'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Pas d'annonce donc. Les Républicains dénoncent une opération de communication d'Édouard Philippe. Donc maintenant, la balle est dans le camp du président de la République et du gouvernement pour enfin entendre et proposer autre chose et surtout la suppression de la hausse des taxes sur ce carburant. Mais les revendications des Gilets jaunes vont désormais au-delà et il n'y a de toute façon pas de leader identifié pour négocier la fin des blocages. Les organisations syndicales gardent leur distance avec le mouvement. La CFDT demande au président de réunir associations et syndicats pour sceller un pacte écologique. Pour trouver les solutions, ça ne peut pas être dans un rapport direct entre les gouvernants et le peuple. Il faut faire avec les corps intermédiaires, avec ceux qui ont des propositions à porter. Une main tendue qui n'a pour l'instant pas été saisie par l'exécutif. Emmanuel Macron est resté en retrait depuis le début des blocages et s'exprimera, dit-il, en temps voulu. Et on reviendra sur cette mobilisation des Gilets jaunes. De quoi est-elle le nom? Peut-elle s'inscrire dans la durée? Quelle doit être la réponse de l'exécutif dans notre débat tout à l'heure? Place à présent aux travaux parlementaires en séance avec l'examen du projet de loi de finances rectificative. Un texte, vous allez le voir, dans lequel sont débattus les crédits des armées. C'est un non transpartisan. Les sénateurs de la Commission des finances rejettent le PLFR. Le projet de loi de finances rectificative, c'est un ajustement. Il sert à rééquilibrer le budget de l'État en fonction des dépenses réelles de chaque ministère. Il prévoit donc de débloquer de nouveaux crédits et d'en annuler certains. Pour les opérations extérieures de l'armée en 2018, par exemple, 404 millions d'euros doivent être débloqués. Pour financer cette hausse, la loi de programmation militaire prévoit normalement une solidarité des autres ministères. Mais le gouvernement demande à la Défense de financer elle-même cette somme. Et c'est là tout le problème pour les sénateurs. Les opérations extérieures et les opérations sentinelles sur notre territoire, qui devaient être prises en charge à hauteur de 50% par la solidarité interministérielle, ne seraient plus prises en charge que par le ministère de la Défense. Ça n'est pas ce que nous avons voté, ça n'est pas ce que nous avons soutenu, et ça n'est pas possible. Autre reproche de la Commission des finances, une baisse des crédits alloués à la transition énergétique en 2018, près de 600 millions d'euros en moins. Ces 600 millions d'euros vont aller au budget général. Donc vous voyez, dans le budget 2018, le PLFR, c'est encore le budget 2018, on consacre moins à la transition énergétique et plus au budget général. La Commission des finances du Sénat a donc donné un avis défavorable au projet de loi de finances rectificative du gouvernement, examiné aujourd'hui en séance. Et on retourne à la salle des conférences où nous attend Tam Tranui avec le président de la Commission des Affaires étrangères, le sénateur LR du Val-de-Marne, Christian Cambon. C'est à vous, Tam. Oui, Christian Cambon, le budget rectificatif pour 2018 supprime pour cette année le principe de la solidarité des autres ministères avec le ministère de la Défense pour financer la moitié des opérations extérieures. Est-ce que pour vous, c'est regrettable? C'est un très mauvais signe. C'est un très mauvais signe parce que nous sommes à la veille de l'application de la nouvelle loi de programmation militaire. Or, ce que nous dit le ministre du Budget, c'est « je prends 400 millions sur les équipements militaires qui, en 2018, doivent nous permettre de remettre à niveau nos armées et je vais financer les OPEX ». Il prend des chaussettes pour les mettre avec les mouchoirs. Et donc, on nous explique que 400 millions en moins, ça ne va pas se voir. Et que c'est dans l'épaisseur. Alors que c'est 400 millions d'euros en moins sur les équipements. C'est 400 millions en moins d'équipements. C'est donc essentiel parce qu'en 2019, ça veut donc dire qu'il va falloir retrouver 400 millions supplémentaires. N'importe qui peut comprendre ce calcul. Donc je pense que c'est mauvais sur le plan de la technique budgétaire. Mais je pense aussi que c'est un très mauvais signe politique. Pourquoi ? Parce que
lorsque nos militaires des OPEX, qui se battent à l'instant même où nous parlons, pour plus de sécurité dans le monde, pour se battre pour la paix, pour combattre le terrorisme, quand ils vont comprendre que l'on commence avant même le début de l'application de la loi à diminuer les crédits et à les reporter d'une année sur l'autre, ils vont se dire évidemment que c'est un très mauvais signe et ça va être comme une forme de découragement en quelque sorte qu'ils vont ressentir. Alors le Sénat, vous le savez, s'est battu pour faire adopter la LPM. Nous nous sommes battus aux côtés de la ministre des Armées et donc nous continuons à être vigilants et c'est pour ça que ce soir je vais être à la tribune pour contester cette méthode. Est-ce qu'il y a un double discours de la part de l'exécutif? On voit que cela intervient quelques jours après cette opération de communication d'Emmanuel Macron sur le porte-avions Charles de Gaulle qui rendait hommage aux armées et qui défendait justement cette loi de programmation militaire. Moi je fais crédit aux paroles du président de la République, c'est lui le chef des armées. Et donc j'ai l'impression que Bercy... Oui, mais c'est Bercy qui essaye effectivement à la marge, par des petites pirouettes budgétaires, de faire en sorte que la pensée et les engagements du président de la République ne soient pas respectés. Je trouve ça vraiment extrêmement dommageable. Christian Cambon, une réaction également à ce que l'on entendait dans le sujet de Samia Dechir, une réaction au fait que dans le budget 2018, il y aura 600 millions d'euros qui devaient être consacrés à l'écologie, qui vont être réinjectés au budget général, cela en plein mouvement des Gilets jaunes. C'est un peu problématique. Mais vous savez, c'est le genre de manœuvre budgétaire régulièrement pratiquée depuis des années par Bercy qui rend les gens dans cet état de colère. On vous donne 100 pour l'année et puis au tout dernier moment, dans les 2 derniers mois, on dit « Ah non, vous n'avez pas compris, en fait c'est 85, hein, d'accord ». Et donc là, on est exactement dans la même logique, c'est-à-dire que l'effort que l'on demande aux Français pour la transition écologique, en fait, ça va alimenter le budget général. Ce n'est pas convenable et c'est ce pourquoi le Sénat va certainement réagir ce soir. A priori, on prévoit que le Sénat va rejeter ce projet de loi de finances rectificative. C'est ce que vous souhaitez? Je ne préjuge pas du résultat du vote, bien évidemment, mais je pense que nous sommes là pour dire, non pas avec agressivité, mais pour dire il faut que la vérité budgétaire soit transparente dans ces votes et dans la présentation de ces textes. Bien, merci beaucoup Christian Cambon pour cette réaction. Merci à vous, Tam. Et justement, vous venez d'en parler avec votre invité. Il y a donc 600 millions d'euros qui étaient finalement affectés au budget de la transition écologique qui vont servir au budget général. Un tour de passe-passe, Alexandre Poussard, qui risque de faire grincer des dents. Oui Delphine, les sénateurs vont aborder la question des recettes de la TICPE, cette taxe sur les carburants qui cristallise le mécontentement des Gilets jaunes. Alors cette taxe elle est normalement destinée au budget de l'écologie, mais dans ce texte, le gouvernement a décidé de transférer exactement 577 millions d'euros vers le budget général, au motif que les dépenses de l'État en matière d'énergie sont plus faibles que prévu. Et donc cet excédent budgétaire, il s'agit de le transférer vers le budget général. Alors la droite sénatoriale a saisi la balle au bond, a saisi l'occasion, puisque nous sommes en pleine période de manifestation des Gilets jaunes contre cette hausse des taxes sur les carburants et puisqu'il y a un questionnement sur l'utilisation réelle de cette fiscalité écologique, alors la droite appuie là où ça fait mal en disant que le gouvernement fait des recettes sur le dos de cette fiscalité écologique. Et notez que le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui est présent dans l'hémicycle, a soigneusement évité de parler de ce sujet durant la discussion générale, mais nul doute que les sénateurs vont le lui rappeler pendant la discussion des articles. Merci à vous, Alexandre. Quand Laurent Wauquiez fait référence au nazisme, lors d'un débat sur la PMA, le patron des LR a estimé devant des militants de Sens commun que l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes mènera, je cite, nécessairement à l'eugénisme. Les réactions sont nombreuses à ces propos polémiques, comme nous l'explique Adrien Develay. Des propos réfléchis et écrits. Face aux militants de Sens commun réunis ce week-end en région parisienne, Laurent Wauquiez est revenu sur l'épineux débat sur la procréation médicalement assistée. Et ses propos ont été sans nuance. Oui, c'est un engrenage. Et cet engrenage mènera nécessairement à la marchandisation des gamètes. Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme. Pour clore la polémique naissante, Laurent Wauquiez se justifie en nuançant ses propos dans un tweet posté lundi matin. En rappelant l'horreur de l'eugénisme et du nazisme, j'ai voulu rappeler les leçons de l'histoire. Nos débats contemporains ne sont évidemment pas les mêmes, mais quand on parle d'éthique, il faut être vigilant sur les chemins que nous ouvrons. Mais la comparaison a eu le temps de faire réagir. Sur Twitter également, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, prend à partie le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment
évidemment, aucun acte médical en France ne peut conduire à l'eugénisme. C'est dévoyer le sens des mots. C'est irresponsable pour un soi-disant responsable politique. Et je voulais faire part de mon indignation. Au groupe LR du Sénat, les propos de leur président de parti mettent mal à l'aise les sénateurs. Des régimes comme ceux-ci ont eu recours dans les cas des sélections qui peuvent aller très loin. Bon, en soi, la PMA, c'est pas ça. Mais mal dirigé, faire de la sélection, des régimes peuvent très bien imaginer qu'on veut des individus de tel type, blanc, jaune, etc. Ce n'est pas la première fois qu'un membre des Républicains associe PMA et nazisme. Le 12 novembre dernier, déjà, le sénateur LR Henri Leroy faisait référence au professeur Mengele, médecin nazi expert des expérimentations médicales. Et voyez la réaction du sénateur Les Indépendants de la Somme, Jérôme Mignon. Il était au micro de Tantra Nuit il y a quelques instants. Écoutez. Jérôme Bignon, vous faisiez partie de ces sénateurs qui avaient signé une tribune au printemps dernier pour dire leur opposition à l'ouverture de la PMA pour toutes, femmes seules et femmes homosexuelles. Déjà, pourquoi ce point de vue ? Parce que je pense que un enfant qui vient au monde a besoin de connaître ses origines, d'avoir un père et une mère, parce que ça fait partie de notre condition humaine, et c'est ma conviction. Hein. Je respecte ceux qui ne pensent pas la même chose que moi, je leur demande de respecter ma conviction, je le dis sans peur ni haine. C'est une position que j'adopterai dans les débats qui viennent. Il se trouve que j'ai été initié à ces questions il y a longtemps, puisque j'ai été le rapporteur des premières lois bioéthiques. On avait co-rapporté, le professeur Mattei et moi-même, en 1994. En 1994, les premières lois bioéthiques. Il y avait une partie qui concernait le code de la santé, c'était Jean-François Mattei qui rapportait. Il y avait une partie qui concernait le code civil, et Pierre Mazot, qui était président de la commission des lois de l'Assemblée, m'avait demandé d'être le rapporteur, et j'avais fait une très bonne équipe avec Jean-François Mattei. Après un peu de crispation au début, ça s'était très bien passé. Alors Jérôme Bignon, vous le dites, vous respectez tout à fait le point de vue adverse. Alors que pensez-vous du fait que Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, dénonce lui un engrenage qui mène à l'eugénisme fait par le nazisme, lui pour marquer son opposition à la PMA ? Je n'aime pas ce qui est excessif, je trouve que c'est absolument ridicule de dire ça dans ces termes-là. C'est manquer de respect à ceux qui le font, qui ne sont ni des eugénistes, ni des nazis. Ça n'a absolument rien à voir. Parfois, le désir d'enfant est tellement violent chez des gens qui n'ont pas la chance d'en avoir de façon naturelle, ou qui ne peuvent pas en avoir compte tenu des règles de vie qu'ils ont adoptées, que ça les amène à avoir cette pression que je comprends, que je respecte. C'est une immense souffrance, il ne faut pas du tout les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une partie de leur vie qui les amène à avoir une demande sociétale différente de celle qui est prévue par les règles de notre société. Je pense que... Donc des propos inutilement choquants, inutilement clivants de la part du patron des LR. Totalement inutile. Vous savez que j'ai quitté les LR, c'était pas sans raison. Je connais Laurent Wauquiez depuis un moment. C'est pas... ce rapport de dignité aux autres, parfois, lui échappe. Alors que pensez-vous du fait que la majorité, le gouvernement, ait décidé de repousser le débat sur la PMA, justement, on le sait, c'est aussi pour éviter des clivages alors qu'il y a les élections européennes? Les élections, d'une manière générale, exigent de la sérénité. Pour voter intelligemment, il faut avoir le temps de réfléchir, du recul. Ce sont des questions de calendrier parlementaire. Oui, alors imaginons que ça soit vrai, mais imaginons même que ça soit faux et que ça soit un argument politique. Quel est l'intérêt d'arriver avec des débats crispés pour traiter des sujets qui sont les uns et les autres importants? Dieu sait si la PMA c'est important. Il y a un travail fantastique qui est fait par toutes les confessions religieuses, par toutes les sociétés laïques, par le Comité national d'éthique, par l'OPEX, quantité de gens qui sont très investis. Pourquoi aller mélanger? L'Europe est un débat qui est fondamental pour les années qui viennent. Je crois qu'il faut faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire avec sérénité. Le calendrier européen nous est imposé puisque c'est une date qui est commune à tous les pays d'Europe, donc c'est pas le gouvernement qui choisit. Et je crois que c'est à juste titre. On voit bien que le pays est prompt à s'enflammer. Donc ne rajoutons pas des flammèches pour faire en sorte que le feu soit encore plus violent. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Bignon pour cette réaction.
Merci à vous, Tam. On en vient à présent à notre page consacrée au Congrès des maires de France avec en ouverture la journée de l'outre-mer au Sénat. Vous allez le voir, cette journée a été dominée par des questions d'emploi mais aussi de rattrapage économique des territoires ultramarins, comme nous l'explique Quentin Calmy. Ils viennent des 4 coins du monde, ont parcouru des milliers de kilomètres et bravé le froid de la métropole pour venir à cet événement. Le Congrès des maires de France s'ouvre traditionnellement par une première journée consacrée aux Outre-mer. Merci de nous accueillir. Non, mais ça va. En forme. Qui cette année se tenait au Sénat. Occasion de faire un point de la relation entre l'État, le Parlement, les associations d'élus et les communes d'outre-mer dont le statut n'est pas toujours le même. Je le dirai ce matin, mais qui ont les problèmes financiers, bien évidemment, dans les réductions de dotations, eux aussi, et se posent la même question que beaucoup de communes de métropole, dans une gestion un peu verticale de la part de l'État. Des maires venus des antipodes, mais qui partagent le même sentiment d'interrogation, voire de résignation que les maires de métropole. Exemple avec Mayotte, ce département situé dans l'océan Indien, 2 des 17 maires de l'île y ont récemment démissionné. L'état d'esprit est compliqué pour des raisons de finances, tout simplement. Je prends un exemple. Nous allons, la taxe d'habitation, et c'est la préoccupation de l'ensemble des maires de France, la taxe d'habitation va être supprimée. Mais le problème pour Mayotte, c'est que les bases fiscales sont restreintes. La commune de Mamoudzou, 77 000 habitants, 15 000 personnes qui payent l'impôt. Donc, sur quelle base l'État va nous compenser demain? Et si on ne refait pas, je dirais, l'élargissement des bases fiscales, c'est une catastrophe pour l'ensemble des maires de Mayotte. La question financière présente à l'esprit de tous les maires à la veille d'une grande réforme de la fiscalité locale. Jean-Claude Pioche est maire de la Désirade dans l'archipel de la Guadeloupe. On a besoin d'argent pour pouvoir faire des projets, mettre en place des projets. Et bien sûr, on sait comment l'argent aujourd'hui est rare. Et oui, ça reste une grosse problématique et on le voit parce que beaucoup de communes, et notamment en Guadeloupe, sont dans le rouge. Des élus qui attendent beaucoup des rencontres toute cette semaine pour répondre à ces interrogations. Et en cette première journée du Congrès des maires de France, on s'intéresse donc aux enjeux pour les collectivités ultramarines avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Lagourgue. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de La Réunion, sénateur Les Indépendants. Bienvenue à vous. Michel Magret également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes le président de la délégation sénatoriale aux collectivités justement d'outre-mer ici au Sénat, sénateur LR de Saint-Barthélemy. Avec nous également Victorin Lurel, ancien ministre, sénateur socialiste de la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation et j'ai le plaisir d'accueillir Raymond Aucollier. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire sans étiquette de la commune du Vauclin, c'est en Martinique. Première question pour vous justement, puisqu'on a entendu ce matin François Baroin, le président de l'AMF, ancien sénateur, estimer que les problématiques des métropoles sont exigeantes, mais parfois en Outre-mer c'est la même chose, multiplié par 3 voire par 4. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Il est tout à fait lucide, simplement je voudrais qu'il aille jusqu'au bout et qui puisse nous accompagner pour résoudre les problèmes. Alors effectivement, le problème numéro 1 central à la Martinique, et c'est pareil pour la Guadeloupe et les autres départements d'outre-mer, c'est la question de l'emploi. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le taux de chômage est infiniment plus élevé que dans l'Hexagone. Alors il faut agir vite sur 2 leviers essentiels. Premièrement, il faut soutenir, accompagner et soutenir l'investissement privé, de telle sorte qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des jeunes qui sont nés dans les territoires d'outre-mer sont venus ici pour étudier et travailler. Donc, il y a une fuite des cerveaux. Si on veut qu'ils reviennent, il faut leur permettre de trouver un emploi qui soit suffisamment attractif et puis qui corresponde à leur qualification. Donc, le premier levier sur lequel il faut agir, je crois personnellement qu'il faut mettre en place une loi de défiscalisation ambitieuse et adaptée pour faire en sorte que ces jeunes aient envie de venir créer des entreprises en outre-mer et que des entreprises ici, dans le secteur de l'industrie, de l'artisanat, du commerce, puissent venir investir dans les départements d'outre-mer. Parce que chaque année, il y a environ 3 000 à 4 000 jeunes qui fuient. Le deuxième levier financier, il s'agit là cette fois d'aider les collectivités, que ce soit les communes, départements, régions ou collectivités territoriales. C'est Michel Rocard qui, en 2012, expliquait qu'il y a une source de revenus à laquelle on ne pense pas, qu'on a un peu sanctuarisé. Sur les 10% du budget de la défense nationale, il y a ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire.
Michel Rocard disait qu'il suffisait de prendre à peu près 1 milliard par an et de permettre aux communes de pouvoir investir. Voilà, les clés sont là. J'espère que le président de l'association des maires va nous accompagner parce que sur ce milliard, la Cour des comptes considère que le manque à gagner pour les communes d'outre-mer, c'est 185 millions d'euros. On voit à la fois votre constat et des propositions très concrètes. Les communes de France, de toutes les régions de France. On va donner de la parole, si vous voulez, aux autres invités. Est-ce que vous partagez ce constat à La Réunion, notamment sur ce point, l'emploi des jeunes, ces jeunes qui viennent se former en métropole et qui ne reviennent pas forcément à La Réunion? Oui, je partage tout à fait l'avis de mon collègue. Je voudrais, si vous voulez, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, vous dire qu'à La Réunion, nous traversons actuellement des moments très difficiles, puisque, comme vous le savez, la manifestation des Gilets jaunes a dégénéré, et aujourd'hui, La Réunion se trouve à feu et à sang. Le préfet de La Réunion a déclaré le plan hors sec, les écoles maternelles sont fermées, toute la population est cloîtrée chez elle, ne peut pas se déplacer. C'est une situation catastrophique. Et cette situation, je dois vous le dire, ce n'est pas le prix de l'essence qui a fait qu'on en est arrivé là. C'est tout un malaise profond qui date depuis des années. Et ce que monsieur disait, c'est effectivement le problème des jeunes. Comment voulez-vous que 35% des jeunes de moins de 25 ans se retrouvent aujourd'hui au chômage, ne travaillent pas? Certes, ils n'ont pas de qualification, mais ils ne travaillent pas, ils sont inactifs. À l'époque, nous avions ce qu'on appelle les emplois aidés, qui nous permettaient de leur donner une petite occupation dans l'intérêt public. Mais aujourd'hui, ces emplois aidés ont été fortement, voire même supprimés par le gouvernement. Et donc, nous sommes totalement désarmés. Et ce qui arrive aujourd'hui à La Réunion risque peut-être d'arriver demain, peut-être en métropole ici, et dans d'autres départements Antilles ou Guyane ou Guadeloupe. Nous, ce que nous demandons, ce sont des efforts en direction des entreprises. Il y avait une réforme d'exonération de charges sociales en direction des entreprises qui permettait effectivement aux entreprises d'embaucher peu ou prou tous les ans. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'augmenter les seuils, ce qui fait que cette réforme va être totalement inopérante au niveau de l'emploi et même risque de faire perdre beaucoup d'emplois à La Réunion. Je vais vous citer un seul exemple. Une entreprise qui s'appelle Aerostral, une entreprise d'aviation, c'est l'entreprise locale. Et cette entreprise me disait, juste avant de partir, je suis arrivé ce matin de La Réunion, juste avant de partir, le chef d'entreprise me disait, si jamais ce seuil est augmenté, comme le souhaite le gouvernement, ce sont 80 emplois qui vont être supprimés dès l'année prochaine. Et ça, c'est à tous les niveaux. Donc nous, ce que nous disons, c'est un peu de cohérence. Les départements d'outre-mer ne sont pas des départements métropolitains, comme les départements métropolitains. Il faut les traiter différemment. C'est important ça, Michel Magras, ce sujet de la différenciation territoriale. Il en a beaucoup été question ce matin et cet après-midi lors des débats ici au Sénat. Oui, vous savez qu'il y a autant de situations différentes qu'il y a de territoires en Outre-mer. Et on ne peut pas donc les traiter de manière unanime. Ça, c'est une première chose. Moi, je suis un fervent défenseur de la différenciation territoriale, mais à une condition, c'est que cette notion de différenciation territoriale ne soit pas imposée depuis le château, depuis Paris. C'est aux ultramarins eux-mêmes de décider des projets qui sont les leurs, et l'État, le devoir de l'État, c'est de les accompagner. Et je rejoins parfaitement ce que vient de dire mon collègue. Nous avions en Outre-mer un système d'exonération fiscale issu de la LODEOM qui ne nécessitait pas d'être revu, c'est mon point de vue personnel. Il y a une décision du gouvernement de faire disparaître le CICE au moment où il commençait à marcher et de le transformer en abaissement de charge. Ce dispositif devait venir en complément. Par contre, le choix qui a été fait de supprimer les aides qui interviennent sur les salaires plus rémunérateurs et de tout mettre sur les bas salaires, je suis désolé, mais cela va à l'encontre des choix de développement économique d'un territoire. On ne peut pas concevoir le développement d'un territoire et donner du pouvoir de développement économique à un territoire où la majeure partie de la population serait smicardisée. Il y a un non-sens sur la démarche. Victorin Lurel, on parlait de ce sentiment d'un pouvoir centralisateur. Gestion verticale, nous dit le président du Sénat. C'est ce que vous ressentez aussi? Tout à fait. Oui, tout à fait verticale, centralisée, jacobine,
colbertiste même, je suis sévère. Comment voulez-vous prendre en décentralisation, en administration et en libre administration territoriale et centraliser tout cet argent à Paris et dire vous viendrez demander, d'autres diraient quémander, quelques subsides, quelques subventions qui sera donné peut-être, hélas, peut-être selon la couleur politique. Il y aura toujours ce soupçon-là, même si je ne leur en fais pas procès. Mais manifestement, on va à contre-courant de ce que souhaitent les territoires. Le président lui-même, et Michel Magras vient de le dire, a souhaité instiller une dose de différenciation. Or, quand on voit les propositions qui sont faites dans la réforme constitutionnelle, il n'y a pas de proposition de différenciation. Il y a une accentuation de l'expérimentation. Pour nous, ce n'est pas vraiment de la différenciation, puisqu'on est déjà un petit peu plus décentralisé que d'autres. Il faut aller plus loin selon les demandes formulées par les territoires eux-mêmes. Aujourd'hui, moi, je dis une chose qui est simple. Il n'y a pas de vision globale des Outre-mer par ce gouvernement. On fait des petits coups, par exemple, on va supprimer la TVA-NPR, on va supprimer la réfaction d'impôt sur l'IR, on va exclure de la défiscalisation le logement social privé, on va exclure la comptabilité, l'ingénierie, les études techniques, bref, un certain nombre de choses. Malgré le livre bleu. Malgré le livre bleu, qui était un prétexte, ouais. Je l'ai dit à la ministre, c'était déjà prédéterminé, prédécidé, et on savait ce qu'on allait y trouver avant même d'avoir commencé. On n'a pas cette vision globale et en même temps différenciée. Alors on fait des petits coups et on donne l'impression qu'il y a une vision d'ensemble, une vision globale. Manifestement, le gouvernement, à mon sens, a fait une croix sur l'électorat outre-mer, je le dis comme je le pense. Deuxièmement, en disant, puisque vous êtes dans la différenciation un peu fiscale, mais pour moi c'est de l'assistanat, je fais dans l'alignement, dans la standardisation et dans l'harmonisation. Donc on supprime. Et on demande donc un effort fiscal considérable aux Outre-mer, puisque toutes les mesures récessives prises dans l'Hexagone s'appliquent là-bas. On y ajoute un volet spécifique Outre-mer qui va faire très mal. Donc c'est contraire à ce que l'on dit, oui, plus d'emplois, et notamment pour les jeunes diplômés. C'est tout à fait le contraire, et c'est donc contre-productif. Puisque la ministre Annick Jardin a été interpellée sur cette question de l'urgence aussi de l'emploi. Je vous propose de l'écouter et je vous ferai réagir après, notamment vous, Raymond Collier. Écoutez. Une des batailles prioritaires doit rester celle de l'emploi. Car vous l'avez dit, les inégalités proviennent le plus souvent du non-accès à l'emploi. Une situation très déséquilibrée dans les territoires d'outre-mer où on a souvent plus de 40% dans certains territoires de jeunes demandeurs d'emploi par rapport à des taux en métropole qui sont bien sûr bien inférieurs. On a donc ce défi à relever. Eh bien, cette jeunesse, elle doit trouver une réponse dans la formation. Il y a 11 380 formations supplémentaires qui seront financées cette année dans les territoires d'outre-mer. Vous le savez, c'est plus de 700 millions d'euros sur l'ensemble du quinquennat, donc jusqu'en 2022, qui vont être consacrés au plan d'investissement de compétences dans les territoires d'outre-mer. Il faut activer ces dispositifs. Il faut porter des projets pour que cette jeunesse, elle soit mieux formée. Ça vous satisfait, Raymond Collier, ces propos de la ministre? Il y aura 11 380 formations supplémentaires financées cette année dans les territoires d'outre-mer, justement pour que les jeunes restent sur place par la suite? Ce sont des mesures qui sont intéressantes. Je ne dirais pas qu'elles n'ont pas de valeur. Elles sont intéressantes, mais elles sont très insuffisantes. Parce que la ministre, je crois, et le gouvernement n'ont pas compris une vérité cardinale. C'est que dans les quelques années qui viennent, d'ici 2030, il y aura chez nous, dans nos territoires, 8 jeunes ayant 20 ans et plus pour 10 inactifs. Ça veut dire que si nous ne prenons pas des mesures exceptionnelles, urgentes, pour arrêter la fuite des cerveaux et encourager les entreprises qui se trouvent sur le sol métropolitain dans le secteur de l'artisanat, de l'industrie, du commerce à venir investir sur nos territoires, nous ne pourrons pas régler ce problème, en tout cas diminuer sensiblement la question du chômage, et nous verrons que ce qui se passe à l'île de la Réunion, au Chaudron ailleurs, va risquer de se développer en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane. Et le gouvernement va devoir éteindre 50 feux à la fois. Donc, au moment où
très sereinement, vous voyez, dans la sérénité, nous avons la possibilité d'agir sur des leviers. Je répète, situation exceptionnelle appelle des mesures exceptionnelles. La première mesure exceptionnelle qui est de nature à rassurer les investisseurs et à encourager les jeunes qui ont malheureusement été attirés par la fuite des cerveaux à revenir pour créer des entreprises, c'est le levier fiscal, une loi ambitieuse de défiscalisation qui soit attractive. Et simultanément, pour soutenir l'investissement public, c'est pourquoi je dis qu'il est important que la classe politique, quand je dis la classe politique, ça veut dire que toutes les associations de maires de l'Hexagone et de l'Outre-mer, que nous marchons de même pas pour faire comprendre au gouvernement qu'il est essentiel de réduire d'1 milliard d'euros les dépenses liées à la dissuasion nucléaire pour permettre aux communes de France hexagonale et de l'Outre-mer de pouvoir investir dans les infrastructures créatrices d'emplois. Je voudrais aussi qu'on parle de la question du logement, Jean-Louis Lagourgue, puisqu'on a entendu aussi Annick Girardin qui a confirmé la tenue avant la fin de l'année d'une grande conférence sur le logement des Outre-mer. Là aussi, cela fait partie des dossiers prioritaires. Écoutez, moi je n'aime pas trop les conférences, parce que bien souvent ce sont des grandes réunions où on se retrouve tous, beaucoup de palabres, il y a très peu de résultats. Nous l'avons vu du reste avec le livre bleu sur l'outre-mer. Ça a été beaucoup d'espoir de la part des élus, et puis en définitive, la montagne a accouché d'une souris, puisqu'on a pris de l'argent dans la poche des Réunionnais, pour redistribuer aux Réunionnais, et de même chez les Antillais, Guadeloupéens. Et même pour financer les coms du Pacifique. Même pour financer. On peut comprendre en solidarité, même pour financer, mais quand même. Absolument. Donc, le problème du logement outre-mer est un véritable défi. Et tant que le gouvernement n'aura pas compris qu'il faut, et je suis d'accord, il faut relancer la défiscalisation outre-mer, la défiscalisation dans le domaine du social. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on mettra un pansement sur une jambe de bois. Il faut encourager les investisseurs à venir dans nos départements. Mais pour les encourager. Ils se sont détournés des collectivités ultramarines, les investisseurs. Écoutez, les mesures ne sont plus du tout incitatives. Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent dans nos départements? Nous avons également demandé à ce qu'il y ait une rénovation du logement social. Tous ces logements sociaux qui ont été construits il y a 20 ans, 25 ans, actuellement ce sont des taudis. Il faut beaucoup d'argent pour améliorer, pour remettre au goût du jour ces logements. Comment on fait? S'il n'y a pas une volonté forte de l'État d'inciter à ce qu'on remette en ordre ces logements, on n'arrivera plus. Michel Magrin, avec aussi des enjeux en ce qui concerne la construction, l'amélioration de l'habitat liés aux enjeux climatiques, on l'a vu encore récemment sur votre territoire. Oui, mais avant de vous répondre sur les enjeux climatiques, je voudrais rebondir sur ce que disait mon collègue. Il ne faut pas perdre de vue que nous avons voté une loi égalité réelle Outre-mer dans laquelle il a été prévu qu'en Outre-mer, on investirait dans 150 000 logements en 10 ans. Okay ? Actuellement, nous sommes, si les chiffres dont je dispose sont les bons, nous sommes aux alentours en moins de 7 000 logements par an, entre la réhabilitation et la construction de logements neufs. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas et nous ne pourrons pas nous en sortir à ce rythme-là. Donc on ne pourra pas répondre aux besoins réels des collectivités d'outre-mer. C'est vrai, mais il y a eu des améliorations. Je connais, on a tous vu la loi proposée par notre collègue Letchimy sur l'indivision pour gagner du temps, etc., sur la résorption de l'habitat insalubre. Ce sont des démarches positives, mais le rythme n'y est pas, les moyens mis à disposition n'y sont pas. Sur la partie climatique, entre guillemets, les conséquences des aléas auxquels nous sommes tous soumis, il se trouve qu'en Outre-mer, nous cumulons à peu près la totalité des risques, pour certains, plus que d'autres, et que de là, il nous faut effectivement nous y préparer, et notamment en termes de résistance aux événements climatiques tels que les cyclones ou les séismes, qui sont, s'agissant des cyclones en tout cas, de plus en plus violents. Nous savons ce que nous avons vu l'année dernière. Donc je crois qu'il y a des choses à faire. Par contre, là où il y a encore une erreur malheureusement sur la conception de ce qu'il faut faire en Outre-mer, c'est qu'on nous impose des normes et des règles de construction qui ne sont pas adaptées forcément à nos territoires. On se bat depuis des années pour expliquer qu'il y a des savoirs, il y a des savoir-faire en Outre-mer. Il y a nos grands-parents construisaient des maisons capables de résister à des vents particulièrement violents. Et aujourd'hui, il faut pouvoir adapter les normes aux réalités qui sont les nôtres.
Mais certes, il y a certainement quelque chose à faire parce que ce que nous avons vécu l'année dernière n'est pas du domaine habituel. C'est un petit peu hors norme et l'avenir nous laisse penser que le phénomène ne va pas aller en s'améliorant. Victorin Lurel, il y a également cette question, je le disais, des enjeux climatiques, du réchauffement climatique. Vous me permettrez de revenir sur le logement, parce que quand le logement va, ou le bâtiment va, tout va. Oui, on avait voté un plan logement outre-mer. Ensuite, on l'a un peu sanctuarisé dans la loi égalité. Je tiens beaucoup à cette loi pour avoir été avec beaucoup d'autres un peu la cheville ouvrière de cette affaire-là. 150 000. 100 000 pour les DROM, les départements et régions d'outre-mer, et 50 000 pour les comme du Pacifique. Qu'est-ce qui se passe dans l'actuel projet de loi de finances là? On vient, par exemple, sur le 199 de CSC. Alors, c'est très technique, mais c'est une défiscalisation en faveur du logement social privé. On vient de le supprimer. C'est contraire à l'objectif. C'est pas uniquement le secteur public et les bailleurs sociaux qui feront tout. Il y a aussi les associations, les bailleurs privés, les promoteurs privés qui devraient pouvoir faire. Non, on vient de supprimer. C'est contradictoire avec ce que dit notre ministre. Elle annonce de très belles choses, mais dans la pratique, c'est pas bon. Et puis, ce qui me blesse, je l'avoue, c'est cette image donnée des Outre-mer ici dans l'Hexagone, comme quoi nous serions des assistés, que nous aurions tellement d'avantages. C'est une élite qui persiste et qui malheureusement est accréditée par le gouvernement lui-même. Mais pire encore, le président de la République est venu en Martinique et en Guadeloupe. Et à laisser entendre, mais même en Guyane quelque temps auparavant, qui n'est pas le Père Noël, etc., comme si nous étions des enfants, attendions la hôte du Père Noël. Mais et venir dire, déjà vous êtes très mal vécu et très mal ressenti, mais pire encore, ça a été une agression à l'égard des élus de la Guadeloupe et en particulier de Saint-Martin et de la Guadeloupe, comme quoi les élus seraient des incompétents, seraient des pourris, seraient des... Bon, j'avoue que j'avais jamais entendu ça. Et donc, on n'a jamais eu un discours avec le président en face à face. Donc, on l'a eu dans un dîner républicain. Mais on me dit qu'en province, ici, c'est à peu près la même chose. C'est le magistère qui tombe du château et on n'écoute pas la voix venue des territoires et des terroirs. On a raison à Paris contre les élus locaux qui vivent pourtant une réalité difficile. On a beaucoup parlé de ce malaise des élus locaux. Beaucoup ne souhaitent pas se représenter aux prochaines élections municipales. Comment ça se passe, vous, sur place? Est-ce que c'est un sentiment aussi qui est partagé par les élus locaux martiniquais? Beaucoup d'élus locaux à Martinique et dans les autres territoires d'outre-mer sont exaspérés et indignés par l'attitude du gouvernement. Parce que je remercie notre collègue de la Guadeloupe d'avoir effleuré la question. Cette idée que l'on essaie de distiller à travers un discours sur le fait que les élus d'outre-mer seraient particulièrement bien lotis, je tiens à dénoncer vigoureusement le fait qu'il faut que nos compatriotes qui nous écoutent sachent que les communes d'outre-mer sont assujetties à des charges qui sont beaucoup plus importantes que les communes de France hexagonale. Par exemple, en ce qui concerne la masse salariale, il y a un pourcentage beaucoup plus important que nous devons assurer. Et lorsque nous devons nous approvisionner en équipements, en outils, en matériaux, nous avons un surcoût qui va de 20 à 40% au moins. Au moins. Dans certains secteurs, ça dépasse 40%. Raymond Donc faire Collier, quoi? Emmanuel Macron, il ne viendra pas cette semaine au Congrès des maires de France. C'est Édouard Philippe qui va s'exprimer. Vous le regrettez? Ça aurait été un geste justement envers à la fois les parlementaires mais aussi les élus locaux. De considération déjà, oui. D'abord, c'est une marque de respect. Tous les présidents de la République l'ont fait. Bon, je pense que c'est une petite erreur de jeunesse. Il viendra peut-être l'année prochaine, si Dieu lui prête vie, à moi aussi. Mais moi, ce que je souhaite dire en tout cas, nous avons parlé des problèmes économiques, mais il y a deux problèmes graves qui préoccupe la population de la Martinique et de la Guadeloupe particulièrement. C'est la question des sargasses. J'ai été ahuri de constater qu'un certain nombre de représentants parlementaires ont exigé de mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla, qui aurait pu être traitée par la justice, parce que la France est un État de droit. C'est un message que vous souhaitez faire passer, une commission d'enquête sur les sargasses. Où la justice fait son travail. Nous, les élus d'outre-mer, nous aurions apprécié
qu'une commission d'enquête parlementaire dans les deux assemblées travaille sur la question du chlordécone et sur la question des sargasses qui empoisonnent la population. Peut-être un message pour vous, messieurs les parlementaires. Merci à tous les quatre d'être venus parler de vos problématiques ultramarines sur le plateau de Public Sénat. On va retourner dans l'hémicycle. Vous le savez, les sénateurs examinent cet après-midi le projet de loi de finances rectificative. Avec vous, Alexandre Poussard, eh bien, ce sont les Gilets jaunes qui se sont invités cet après-midi dans les débats. Et oui Delphine, alors dans les sujets de débat, hein, pas au sens propre, donc les sénateurs débattent effectivement de l'exécution du budget 2018 avec ce projet de loi de finances rectificative et ils ont donc commenté les choix fiscaux du gouvernement faits fin 2017 lors de son premier projet de loi de finances et ils ont donc fait le lien avec le mouvement des Gilets jaunes et avec la lutte pour le pouvoir d'achat. Écoutez le sénateur communiste Éric Bocquet. Le maintien de la contribution additionnelle de l'impôt sur les sociétés sollicité dans le collectif budgétaire du 1er décembre 2017, celui de l'impôt de solidarité sur la fortune et l'abandon du prélèvement libératoire forfaitaire sur les revenus du patrimoine auraient pu, ensemble, assurer au budget 2018 de se retrouver avec un point d'équilibre proche de celui du budget 2017, autant de décisions anciennes pointées parmi les Gilets jaunes ces jours-ci. Mais il y a belle lurette qu'à l'instar d'autres qui vous ont précédé, vous avez choisi de mener à l'encontre de l'impôt une guerre d'attrition, l'éloignant toujours plus du lieu naturel de sa création, l'entreprise, pour investir largement les poches des consommateurs salariés ou retraités sous forme de taxes à la consommation et de droits indirects, comme ceux qui font le plein dans le prix du plein à la pompe à essence. Le mouvement des Gilets jaunes qui est donc cité par la gauche de la gauche, mais également par la droite de la droite, avec le sénateur Stéphane Ravier, un sénateur non inscrit mais membre du Rassemblement national. Écoutez-le. Depuis ce samedi, nos compatriotes manifestent leur ras-le-bol d'être rackettés et à l'image des élus locaux, ils demandent que vous cessiez, monsieur le ministre, de les prendre pour des imbéciles. Des mots très forts comme raquette ont été employés dans l'hémicycle, mais sans volonté aucune de récupération. Merci à vous Alexandre pour toutes ces précisions. Et justement, ils étaient samedi près de 290 000 à manifester dans toute la France. Les Gilets jaunes qui ont catalysé bien des colères allant du prix de l'essence à un sentiment de relégation. Ces citoyens espèrent poursuivre leur mobilisation. De nombreux blocages étaient d'ailleurs organisés aujourd'hui. Stéphane Amalian. Ils souhaitent installer le mouvement dans la durée avec une nouvelle stratégie, bloquer les sites de dépôt de carburant. Comme à Verne-sur-Seiche en Bretagne, où les blocages ont provoqué un embouteillage de 200 poids lourds ce matin. Sur l'ensemble du territoire, 6 entrepôts de pétrole ont été concernés. 3 d'entre eux étaient encore sous blocus dans l'après-midi. Outre les sites pétroliers, plus de 300 lieux d'action sont dénombrés, émaillés de tensions avec les automobilistes. Mais bien sûr, mais alors, je regarde moi aussi le prix de l'essence, je regarde moi aussi ce que ça rejette sur l'État. Les autoroutes ne sont pas épargnées. L'axe Lyon-Paris est touché au niveau du péage de Lima à Villefranche, où un barrage filtrant a été mis en place avec les barrières levées. L'autoroute A7 est également ralentie à hauteur d'Avignon, tout comme l'axe Mulhouse-Belfort dans l'est de la France. À Bordeaux, 3 grands axes étaient bloqués, notamment le pont d'Aquitaine évacué à la mi-journée par les CRS et les pompiers. Hier, à partir de 10h, on est revenu, on se refait chasser, mais c'est pas grave, on tiendra bon, on va encore revenir à la charge, c'est pas grave. 350 lieux d'action sont dénombrés depuis lundi matin alors que quelques incidents sont survenus. Un jeune homme de 25 ans a été blessé par un camion à Saint-Dizier dans la nuit de dimanche à lundi. À Livron, dans la Drôme, un véhicule a forcé le passage à des manifestants. Un appel à manifester à Paris a été lancé sur les réseaux sociaux pour faire converger les Gilets jaunes samedi 24 novembre dans la capitale. Et c'est par la voix d'Édouard Philippe que le gouvernement a réagi hier soir. Pas question de changer de cap pour le Premier ministre, alors que l'opposition s'est félicitée de la réussite de ce mouvement. Samia Dechir. C'est un mouvement qui leur échappe. À défaut de les piloter, les partis d'opposition soutiennent les Gilets jaunes et tentent de surfer sur la vague de leur colère, l'extrême droite en tête. J'encourage le gouvernement à dire qu'il a entendu le message. Et pour l'instant, je n'entends rien. Mais dimanche soir, après 2 jours de mobilisation dans toute la France, le Premier ministre reste inflexible. Le gouvernement ne reculera pas. Le cap, il est bon et nous allons le tenir. Et c'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Pas d'annonce donc. Les Républicains dénoncent une opération de communication d'Édouard Philippe. Donc maintenant, la balle est dans le camp du président de la République et du gouvernement pour enfin entendre et proposer autre chose
et surtout la suppression de la hausse des taxes sur ce carburant. Mais les revendications des Gilets jaunes vont désormais au-delà et il n'y a de toute façon pas de leader identifié pour négocier la fin des blocages. Les organisations syndicales gardent leur distance avec le mouvement. La CFDT demande au président de réunir associations et syndicats pour sceller un pacte écologique. Pour trouver les solutions, ça ne peut pas être dans un rapport direct entre les gouvernants et le peuple. Il faut faire avec les corps intermédiaires, avec ceux qui ont des propositions à porter. Une main tendue qui n'a pour l'instant pas été saisie par l'exécutif. Emmanuel Macron est resté en retrait depuis le début des blocages et s'exprimera, dit-il, en temps voulu. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Procaccia. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR du Val-de-Marne. Jean-Marc Gabouty est également avec nous. Bonsoir. Sénateur RDSE de la Haute-Vienne. Face à vous, Vincent Delahaye. Bonsoir. Sénateur centriste de l'Essonne. Et puis Martin Baumert. Bonsoir. Vous êtes délégué général des Jeunes avec Macron. Vous allez nous dire justement pourquoi Édouard Philippe, finalement, hier, a choisi de maintenir le cap. Est-ce qu'il a réellement entendu cette colère des Gilets jaunes? Alors d'abord, je pense qu'Édouard Philippe, effectivement, il maintient le cap parce qu'on a un besoin fort d'aller vers la transition écologique et de la réussir massivement. Ça fait des années qu'on prend du retard, on est revenu en arrière sur des décisions qui avaient été prises à un moment, notamment sur la fiscalité écologique. Et donc il est grand temps d'avancer. Donc il faut, comme il a dit, garder le cap. C'est pas quand le vent souffle qu'il faut changer d'avis. Il faut qu'on avance. Il faut absolument changer des pratiques qui perdurent depuis très longtemps. Et ensuite, je pense qu'il a très clairement entendu cette colère qui monte, qui est d'ailleurs pas unique, qui n'est pas simplement sur le carburant. Aujourd'hui, c'est des colères beaucoup plus éparses et multiples qui sont dans ce mouvement, et il faut les entendre. Donc je pense que la question de l'impact sur les plus modestes a été entendue. C'est l'objet de l'augmentation de la prime de la conversion, de l'augmentation de la défiscalisation sur les indemnités kilométriques. Donc ces gens-là ont été entendus. Mais par contre, ça suffira pas, et donc il faut commencer aussi à discuter des autres mesures. Il y a urgence, Catherine Procaccia, à apaiser cette colère, notamment pour les questions de sécurité. Je rappelle qu'il y a eu un mort samedi et 409 blessés, dont 14 dans un état grave. Oui, il faudrait pouvoir apaiser. Mais je ne pense pas que l'intervention du Premier ministre hier ait apaisé quelque chose. Dire « je vous ai entendu, mais je ne fais rien ». Annoncer qu'en janvier, il y aura de nouveau une hausse du carburant. Ce n'est pas ce que j'appelle entendre la voix du peuple et des citoyens. Et en outre, je pense qu'au-delà des taxes sur l'assurance, c'est le problème du poids de la fiscalité. Je crois que la France est le dernier ou l'avant-dernier pays d'Europe avec une fiscalité toujours plus lourde. Il n'y a pas une journée dans laquelle, disons, en tout cas pas une semaine dans laquelle on n'annonce pas encore une nouvelle taxe, aussi minime soit-elle, mais c'est encore une taxe. Je vois que là, tout récemment, dans le PLF, on a ajouté une taxe sur les meublés, sur le tourisme à Paris et pour financer le Grand Paris. Chacun y va de sa taxe, estimant que sa petite taxe va permettre d'améliorer les choses. Et la fiscalité est à un poids qui est maintenant devenu insupportable pour l'ensemble des Français. C'est ce ras-le-bol fiscal qui anime les Gilets jaunes. On a vu que c'est un mouvement spontané, horizontal. On a du mal à finalement mettre un nom sur ce mouvement, à le définir. Écoutez, un mot sur la gravité de la situation, parce que n'oublions pas qu'on a eu pendant ce week-end un mort, 10 blessés graves, 400 blessés. C'est quelque chose d'inédit dans la forme de manifestation, inédit également dans le bilan, car non encadré. Je voudrais rappeler qu'on est dans l'irrationnel, voire dans une grande illégalité. Peu de rassemblements ont été déclarés. Dans beaucoup d'endroits, ça s'est passé malgré tout de manière bon enfant et avec même parfois une certaine convivialité, une bonne organisation, mais il y a eu aussi d'autres endroits, le Premier ministre l'a dit, où il y a eu, je dirais, des excités irresponsables qui ont fait un petit peu n'importe quoi, et ont d'ailleurs tenu des propos, je dirais que je ne reprendrai pas ici, parce que c'est pas d'un très... Avec des insultes homophobes et racistes notamment. Oui, ça a touché, voilà, à peu près, il tapait à peu près sur tout, voilà. Donc on est dans cette situation grave. Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans un débat ici au Sénat,
Lorsqu'on capitule, on le paye toujours en jour. On a capitulé devant les bonnets rouges. Ça nous coûte très cher sur les budgets qu'on avait espérés en entretien des infrastructures et en particulier du domaine routier. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de capituler devant les Emmanuel Macron. On doit pas reculer, on doit trouver des mesures d'accompagnement. Et puis ce que je voudrais quand même dire par rapport à ce que vient de dire ma collègue, c'est quand même curieux. Le 15 novembre, c'est la date à laquelle on paye la taxe d'habitation. Le total de l'effort, alors on peut contester la mesure sur le plan technique, je le comprends tout à fait, mais au 15 novembre, les Français ont payé 3 milliards de moins de taxes d'habitation. Alors je veux bien qu'on rajoute des petites taxes, mais d'un seul coup, 3 milliards de moins de taxes d'habitation. Les bulletins de paye à fin octobre avaient une réduction. S'ils ne s'en sont pas rendus compte, il y a un problème. Ouais. Les bulletins de paye fin octobre avait une mesure d'allègement des charges sociales sur la sécurité sociale. Oui, mais il est là. 3 milliards, c'était au 15 novembre. La fiche de paye, c'était fin octobre, avec une mesure qui représente plusieurs centaines de millions en année pleine. Vincent Delahaye, on voit que le gouvernement mise sur un mouvement qui va peut-être s'effondrer de lui-même. C'est une erreur selon vous ? Écoutez, moi je pense qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est vrai que s'il commence à reculer là maintenant, ça veut dire qu'il recule pour tout le quinquennat. Et on a vu ce qui s'est passé avec Hollande, avec les pigeons et puis après les bonnets rouges. Là, on a les gilets jaunes. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des contestations fortes. Je pense qu'il y a un ras-le-bol fiscal qui ne date pas de ce quinquennat, qui date de quinquennats précédents et notamment du quinquennat de François Hollande. Il y a une responsabilité collective parce que en fait, on est champion du monde de la fiscalité, on est champion du monde de la dépense publique. Et à un moment donné, depuis 40 ans, il n'y a qu'une seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est la baisse de la dépense publique. Donc si on veut vraiment baisser la fiscalité et le nombre de taxes et le poids de ces taxes sur les Français, il faut commencer par baisser la dépense publique. Vous savez, c'est Clémenceau qui disait que la France était un pays fertile, on y plante des fonctionnaires et on récolte des impôts. Ben, c'est ça. En réalité, on a une dépense publique qu'au final, on est obligé de payer par des impôts et on remplit les caisses de cette façon-là. Donc moi, je pense qu'à un moment, il faudra bien changer de logique et j'aimerais bien que le gouvernement actuel ait le courage de changer cette logique. Pour revenir sur ce point de fiscalité, d'abord, je rappelle l'objectif. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi, de voir deux France qui vont s'opposer, apparaître, une France peut-être qui a voté pour Emmanuel Macron, qui comprend peut-être ces questions de transition écologique, et une autre France qui voit son pouvoir d'achat et qui a du mal justement à accepter ces taxes pour financer la transition écologique. Juste un tout petit mot pour répondre sur la fiscalité. Je rappelle quand même l'objectif du quinquennat, c'est de baisser d'1 point les prélèvements obligatoires, et on est sur cette trajectoire-là. Donc c'est pas simplement des nouvelles taxes qu'on fait, c'est aussi une simplification, tout un tas de choses qui sont faites pour simplifier et réduire la dépense publique. Sur les France, je pense que c'est pas simplement des France périphériques et urbaines comme on l'entend, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est des vraies fractures qu'on a socialement, même à l'intérieur des villes, on a des grandes inégalités à l'intérieur de nos villes. Et donc ce que ça nécessite, c'est une transformation radicale et en profondeur. Et c'est ce qu'on est en train de faire, réorienter la fiscalité vers l'écologie pour taxer plus ce qui pollue et payer plus le travail. C'est une philosophie qu'on est en train de mettre en place, parce que ce qu'on veut, c'est que chaque Français ait un travail, qu'on ait une planète propre pour demain. Il y a un autre point qui est très important sur le pouvoir de négocier aujourd'hui. Ce mouvement-là des Gilets jaunes... C'est pas forcément ce qui apparaît à travers les sondages, mais aujourd'hui, quand on demande aux gens ce qui compte le plus pour eux, c'est le pouvoir d'achat et pas forcément la transition écologique. Mais bien sûr, aussi, mais il y a encore un problème de pédagogie, et le rôle du politique, il est aussi ça, il est donné une vision. Mais simplement pour revenir sur ce rôle d'échange avec les Gilets jaunes, moi j'étais vendredi dans une autre émission de télé, très populaire, et j'ai vu des Gilets jaunes avec moi sur le plateau. Leur deuxième demande, donc c'était de baisser effectivement les taxes sur le carburant, et leur deuxième demande, c'était avoir accès à une chambre où les citoyens puissent être entendus. Donc ça veut dire qu'on a des gens en face de nous qui ont une méconnaissance d'abord des... Ça veut dire que la République En Marche ne les représente pas. Ni les personnes qui ont été élues avant elles, parce qu'apparemment ils n'arrivent plus à se tourner vers leurs élus qui aujourd'hui siègent, ont été élus avant pour porter ça. Donc ça veut dire aussi qu'en termes de pédagogie, on a un grand travail à faire. La réforme constitutionnelle qui arrive, la transformation du CESE, elle va créer cette chambre. Peut-être à nous aussi, tous responsables politiques, d'aller travailler pour ça. Ça veut dire aussi effectivement qu'elles ne faut pas créer des chambres supplémentaires, c'est encore de la dépense publique supplémentaire. Ça interroge malgré tout. Il faut arrêter à un moment donné cette logique. Mais ça ne la crée pas. On est en train de réformer le CESE. Vous le savez bien. Ça interroge malgré tout, Catherine Procaccia, sur le rôle des partis politiques et des syndicats. On voit, pardon Martin Baumert, si on veut que Catherine Procaccia s'exprime, ça interroge aussi sur le rôle des syndicats, des partis politiques. On voit finalement qu'ils sont exclus de cette mobilisation des Gilets jaunes. Mais moi, c'est ce qui m'impressionne dans ces manifestations de ce week-end, c'est qu'ils n'ont pas été pris en charge, d'où tous les problèmes gravissimes qu'on a connus, ils ne sont pas pris en charge, mais c'est le refus
des corps intermédiaires, mais ces corps intermédiaires qui ont été dévalorisés depuis un certain nombre d'années et qu'ils le sont encore plus avec Emmanuel Macron qui essaie de passer, qui ne négocie ni avec les syndicats ni avec les chambres, l'Assemblée nationale étant à la botte du gouvernement. Mais c'est le refus des politiques. Ils ne croient plus aux politiques et ils se disent, après tout, à Nantes, c'est une poignée, c'est 150 personnes, des marginaux qui ont obtenu ce qu'ils voulaient. Pourquoi nous, on va être des milliers si on se mobilise? J'ai regardé, comme certains d'entre vous, des reportages. Les gens disaient, c'est la première fois qu'on manifeste, on n'a rien fait. Et l'autre chose qui me frappe, c'est qu'effectivement, ces manifestations, elles ont eu lieu, y compris dans des villages, dans des petites villes. Et là, vous parlez de fiscalité écologique. Mais la fiscalité écologique, elle est vue par des intellectuels bobos qui pensent qu'on peut circuler en vélo et en trottinette alors qu'on est à la campagne et qu'on est loin de tout. Et alors qu'on annonce une prime pour l'achat de véhicules neufs dans laquelle on intègre les diesels, alors qu'on est en train de dire qu'il ne faut plus de diesel. Comment voulez-vous? Mais alors, dans ces cas-là, n'interdisons pas les diesels. Il y a une contradiction dans... Ceux qui polluent. Non, l'explication qui est dit, c'est les diesels seront complètement interdits d'ici, je ne sais plus quelle année. Donc c'est complètement en contradiction et les gens ne peuvent plus rien comprendre. Sur cet aspect, sur justement cette verticalité que l'on reproche beaucoup à Emmanuel Macron. Alors, on a vu Laurent Berger qui justement lui reproche son exercice du pouvoir trop vertical. Il a proposé, le secrétaire général de la CFDT, un pacte social de la conversion écologique, fin de non-recevoir de la part de Matignon. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que ces phénomènes, on ne les a pas connus, mais on avait déjà connu des phénomènes qui, je dirais, devançaient les syndicats, c'était les coordinations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin des années 90, début des années 2000, on avait des coordinations qui n'étaient pas des syndicats, donc c'était un petit peu la même chose, sauf que depuis, on a rajouté la performance de communication des réseaux sociaux. Là, si vous voulez faire une grande fête un soir sur un village ou dans une ville, sur les réseaux sociaux, vous invitez tout le monde sur la place principale, ça fait des rassemblements de 2000, 3000 personnes, pour d'autres raisons que des manifestations. Donc on a eu ces phénomènes qui sont des phénomènes de société, de type de communication, qui court-circuitent effectivement un peu les corps intermédiaires et les élus, parce que ça génère une possibilité de se regrouper de manière assez spontanée. Donc le gouvernement a tort peut-être de sous-estimer cette mobilisation. Moi je crois, pour revenir à votre question sur la proposition de Laurent Berger, avant de l'écarter, j'y réfléchirai à deux fois. Je considère que les syndicats ont d'ailleurs été plus raisonnables que les formations politiques, parce que même ceux qui n'ont pas de sympathie particulière pour le président de la République et pour le gouvernement sont restés assez mesurés en faisant des propositions qui, à défaut d'être acceptables en bloc, méritent au moins d'être examinées et d'être discutées. Donc moi j'invite effectivement le gouvernement à tenir compte de propositions de la part des partenaires sociaux, du syndicat, mais également du patronat, et celle de Laurent Berger me paraît, je dirais, assez pertinente, parce que il dit, entre l'exigence de pouvoir d'achat et la nécessité d'une transition écologique, il ne faut pas opposer les deux et essayer de les joindre pour arriver je dirais, à intéresser les Français, à les motiver et à leur dire que ce n'est pas quelque chose de contradictoire. Donc moi, je ne suis pas à la place du gouvernement, mais je serai à la place du gouvernement. Je pense que je réfléchirai à la proposition de Laurent Berger qui me paraît assez opportune. Ça peut être une piste de réflexion pour le gouvernement de réintégrer les corps intermédiaires. Bien sûr qu'il faut toujours essayer de réintégrer les corps intermédiaires, d'avoir des lieux de discussion et des possibilités de discussion. Simplement, moi je voudrais revenir sur la fiscalité écologique, parce que je pense que le problème, il est quand même fiscal au départ. Et c'est le ras-le-bol fiscal. Et la fiscalité écologique, pourquoi pas, sauf qu'elle n'est pas forcément bien expliquée, en fait, elle est là pour faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, parce que l'État en a besoin, et pas tant que ça pour la transition écologique. On l'a encore vu cet contrairement à ce que l'on dit souvent, il n'y a pas tant d'argent que ça mis sur la transition écologique. Et en fait, quand on en a discuté au départ de cette fiscalité écologique, on avait dit surtout pas une fiscalité additionnelle, de plus. On voulait une fiscalité de substitution. En réalité, on s'aperçoit que c'est une fiscalité additionnelle, qu'elle n'est pas incitative parce que finalement, on la propose à plein de gens, on la fait payer à plein de gens
qui n'ont pas de solution alternative, et c'est finalement une fiscalité punitive. Donc c'est ça qui est, je crois, le vrai problème du gouvernement aujourd'hui, d'explication pour justifier. Et je pense que souvent, on va un peu trop vite. Sur l'aspect écologique, il faudrait quand même se donner de temps, un peu de réflexion. On a du temps, il faut réfléchir un peu plus, et on agit souvent beaucoup trop vite, et notamment sur le plan fiscal. Alors en France, on est les rois. Attendez, juste un mot sur l'adaptation du discours du gouvernement. Moi, je ne les suis pas au niveau pédagogie parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que des gens qui avaient des problèmes de fin de mois, leur dire vous changez votre voiture ou changez votre chaudière, c'est pas vraiment leur préoccupation de court terme. Donc il y a un décalage entre l'explication qui est logique et la réalité du vécu. Ils sont plus remboursés. Allez-y, Martin. Je suis d'accord sur l'aspect pédagogie et je pense que ça a été reconnu. On aurait pu sortir les mesures d'accompagnement au même moment que la hausse arrivait. Hausse qui d'ailleurs, c'est pas nous qui l'avons, enfin c'est pas le gouvernement en place qui l'a faite. Elle est planifiée depuis très longtemps par les gouvernements d'avant. Simplement, on assume les décisions qui ont été prises. Et je suis d'accord avec vous aussi sur un point, c'est que cette transition écologique, elle nécessite la participation de tous les acteurs. Et c'est pas que à faire porter sur les citoyens, mais aussi il y a plein d'autres acteurs qui sont en train de jouer leur rôle. Je pense aujourd'hui aux entreprises. La SNCF a annoncé qu'elle ferait plus de diesel d'ici 2035. Plein de citoyens se rassemblent dans des plateformes en ligne qui permettent la diffusion des bons messages pour modifier les comportements. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus de pédagogie pour expliquer qu'il n'y a pas simplement effectivement la fiscalité. Mais il faut quand même dire ouvertement qu'on a un cap à tenir et pour le faire, malheureusement, le signal prix, c'est quand même quelque chose qui est très efficace quand il s'agit aujourd'hui de redonner aux gens le choix entre une voiture essence ou une voiture diesel. Le rattrapage de la fiscalité va nous permettre de les faire choisir plutôt ce qui pollue moins que ce qui pollue le plus. Je rappelle, c'est 50 000 morts par an en France, la pollution aux particules fines. Donc c'est 50 000 morts de moins à terme. Il y a des normes européennes, Euro 6, etc. On a incité, même il y a 1 an, 2 ans, en leur disant acheter des diesels qui correspondent aux futures normes. Et là, maintenant, les personnes ont acheté des véhicules qui sont souvent beaucoup plus coûteux, le diesel, mais qui vivent 250 000 km contrairement à une essence. Et alors que le diesel devait être à 1,30 €, maintenant il se retrouve à 1,50 €, 1,60 €. On ne maîtrise pas le prix de l'essence. Si, 60% du prix de l'essence en France, c'est des taxes. Mais aujourd'hui, la hausse du prix, elle n'est pas due à la hausse de la taxe, vous le savez mieux que moi. Je ne défends pas les socialistes, mais sous Manuel Valls, on augmentait le prix du diesel, mais on diminuait celui de l'essence. Là, on augmente toutes les énergies. Or, tant qu'on produira des voitures électriques qui coûtent aussi cher et qui ne roulent pas plus de 300 km, vous ne répondrez pas aux attentes. Et dont l'empreinte écologique est importante. Ouais. Et comment va-t-on On n'a pas les balles. On n'a pas les. Il faut sortir de la voiture. On est en province. Mais attendez, arrêtez. Ne réfléchissez pas dans les villes. Parlez de la province. La France qui se lève, c'est la France de la province. Et tout le monde se lève partout en France. Et ce risque de voir apparaître encore plus cette fracture territoriale dont on a souvent parlé ici au Sénat, avec cette incompréhension finalement entre l'exécutif et ce mouvement des Gilets jaunes. Alors, la fracture France périphérique et, je dirais, France des villes, même si, ce qui était dit, effectivement, il y a des problèmes au sein même des villes, entre différentes zones, c'est pas nouveau, c'est assez ancien, c'est une lente évolution. Simple exemple, la DGF, en dotation globale de fonctionnement, l'aide de l'État aux collectivités locales, pour 1 € en zone rurale, c'est 2,5 € dans les agglomérations. Donc je crois qu'il faut réduire ce genre d'écart et ça fait partie des éléments. Le fait que les maires, les petits maires, c'est pas du tout péjoratif, les maires de petites communes plutôt, je dirais, aient de moins en moins de pouvoir, ça fait partie de la perte de proximité, de l'éloignement. On a pensé que tout ce qui était grand, tout ce qui était gros, mais on a commencé ça il y a déjà 15 ans. Donc c'est une accumulation d'une partie de la France qui se sent un peu délaissée, abandonnée et qui n'a plus de décideurs effectifs à proximité. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Jean-Marc Gabouty. Merci, Catherine Procaccia. Merci, Martin Baumert. Merci, Vincent Delahaye, d'être venu sur le plateau de Public Sénat. On va retourner dans l'hémicycle où nous attend Alexandre Poussard avec l'examen depuis 16h cet après-midi du projet de loi de finances rectificative. On a également parlé du budget des armées et des opérations extérieures de la France, Alexandre.
Et oui Delphine, puisque le ministère des Armées devra dépenser en 2018 400 millions d'euros supplémentaires pour financer les opérations extérieures et l'opération Sentinelle en 2018. Et le gouvernement demande au ministère des Armées de financer ces OPEX tout seul, sans la solidarité des autres ministères, puisque normalement les autres ministères doivent financer la moitié des OPEX. Écoutez Dominique Delège, le rapporteur Les Républicains spécial du budget des armées. C'est donc la première fois que la solidarité interministérielle ne joue pas. Ce renoncement au principe inscrit dans la loi augure mal de la manière dont vous entendez appliquer celle à venir. C'est une question de confiance, de respect de la parole donnée vis-à-vis de nos militaires, de respect de la loi, expression de la volonté du gouvernement qui d'ailleurs sur ce point avait pensé trouver un accord et un consensus avec le gouvernement. La confiance est donc encore une fois dégradée entre le Sénat et le gouvernement, mais le gouvernement assure que cette mesure ne va pas impacter les commandes de matériel et d'équipement des militaires. Mais ça n'a pas convaincu les sénateurs, et un sénateur a même ajouté que le président de la République Emmanuel Macron avait beau jeu de faire des interviews sur le porte-avions Charles de Gaulle, tout en portant ce mauvais coup budgétaire aux armées. Merci à vous Alexandre. Comme tous les lundis, c'est l'heure de sénateur à domicile. Aujourd'hui, avec le sénateur socialiste de Paris, Rémi Féraud, on va s'intéresser à la communauté kurde installée dans la capitale, mais aussi en banlieue. Ils sont environ 250 000. Vous allez voir, c'est une communauté discrète et solidaire. C'est un reportage de Flora Sauvage. Kurde naturalisé français, Pierre Auguste a émigré en 1993. Accusé de terrorisme par les autorités, il a fui la Turquie. Ce matin, dans son petit restaurant du 10e arrondissement de la capitale, il prépare les lahmacun. Lahmacun, c'est un plat Moyen-Orient. Les Turcs disent ça à nous, les Arabes disent ça à nous. Et nous, les Kurdes, on dit rien, on dit ça à tout le monde. Voilà. Et nous, on est descendants des Yézidis. Et moi, je suis athée. Mais si on me demande de quelle religion vous avez, je suis toujours des Yézidis. Face aux exactions infligées aux Yézidis par Daesh, ce Kurde en reste sans voix. C'est quelque chose qui bloque ici, là. C'est quelque chose qui c'est dur à raconter avec le mot. C'est ici, au cœur du 10e arrondissement de Paris, que vit une importante communauté kurde. Maire du 10e arrondissement jusqu'en 2017 et aujourd'hui sénateur de Paris, Rémi Féraud défend les Kurdes qui combattent aux côtés de la coalition internationale en Syrie. Face à Daesh, les Kurdes ont été vraiment aux côtés de la communauté internationale, mais les combattants au sol en première ligne, y compris pour défendre les Yézidis qui, dans le nord de l'Irak, ont été victimes de crimes contre l'humanité. Nous sommes en train de créer un groupe de liaison et d'amitié avec les Kurdes et j'en suis très heureux parce que c'est important que les parlementaires se mobilisent aussi. Et pour mieux faire connaître la culture kurde, un jardin du quartier a été baptisé du nom d'un célèbre cinéaste persécuté par les autorités turques. Ce jardin, on lui a donné le nom de Yilmaz Güney, qui est un grand cinéaste kurde, qui est mort à Paris d'ailleurs, où il a passé ses dernières années, qui a eu la Palme d'Or à Cannes avec un film qui s'appelle Yol. Même si j'ai dû un peu insister pour que soit bien marqué sur la plaque acteur et cinéaste kurde, et non pas turc d'origine kurde. À l'Institut kurde de Paris, on se remémore le célèbre cinéaste. Ici, il tenait ses réunions parce que pour des raisons de sécurité, parce que tous les services turcs étaient à ses trousses, il s'était évadé de prison, donc il rencontrait les gens ici. Aujourd'hui en France, la communauté kurde représente 250 000 personnes, dont 100 000 en région parisienne, et les liens entre les Français et les Kurdes sont anciens. Ça, c'est le journaux de soutien à la France libre. Général de Gaulle en kurde. Ce qui est important, c'est que nous refusions que les Kurdes soient la variable d'ajustement au moment où on n'a plus autant besoin d'eux. Erdogan n'hésite pas à jouer un jeu de puissance et à être extrêmement dur avec ses alliés. Et nous sommes souvent assez faibles dans la réaction. Et pour mieux défendre les intérêts des Kurdes, Rémi Féraud souhaite créer un groupe de liaison au Sénat, à l'image de ce qui existe déjà à l'Assemblée nationale. Bonsoir Rémi Féraud, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'où vient votre engagement en faveur de la communauté kurde? D'abord du fait de bien connaître cette communauté très implantée dans le 10e arrondissement depuis longtemps. Il existe beaucoup de commerces, beaucoup d'ateliers, puis aussi l'Institut kurde, d'autres associations kurdes comme le Centre culturel.
Et puis ces dernières années, les Kurdes ont été vraiment à nos côtés dans la lutte contre Daesh. C'est ceux qui ont pris le plus de risques, qui ont été au sol, qui ont eu beaucoup de victimes, qui ont toujours été extrêmement fidèles et très engagés. Et enfin, je dirais, moi, comme sénateur socialiste, je poursuis aussi une amitié avec la France, qui est très ancienne, qui a plusieurs siècles, mais aussi une amitié qui a plusieurs décennies avec la gauche française, les socialistes, et je pense en particulier à François et Daniel Mitterrand. Vous proposez la création d'un groupe de liaison, d'amitié ici au Sénat. On sait qu'il y a déjà un groupe qui concerne les chrétiens d'Orient et les minorités. Qu'est-ce que ça permettrait, ce groupe vraiment dédié aux Kurdes ? Il permettrait de marquer notre attention, notre vigilance, de participer à la mobilisation pour les Kurdes, à être attentif aussi à ce que notre gouvernement ne les abandonne pas. J'avais moi-même posé une question au gouvernement au moment d'Afrin et de la chute d'Afrin face à l'armée turque et à ses alliés djihadistes, ce qu'on a trop peu dit. Et ce groupe de liaison d'amitié est en train de se constituer dans le cadre du groupe chrétiens d'Orient, minorité du Moyen-Orient, que préside Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau a lui-même souhaité que cette solidarité avec les Kurdes s'inscrive à l'intérieur de ce groupe, mais en étant bien nominativement marqué. Donc le groupe a d'ailleurs changé de nom pour marquer l'importance des Kurdes dans cet ensemble du Moyen-Orient sur lequel nous devons travailler, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient, les minorités et les Kurdes. Quel est le parcours des Kurdes qui résident en France? On voit que c'est une communauté souvent apatride, elle est divisée et séparée, justement, elle réside sur plusieurs pays. Les Kurdes, c'est le plus grand peuple du monde qui n'a pas d'État, dû au traité notamment à la fin de la première guerre mondiale, dû aussi au jeu des puissances. C'est un vrai peuple, mais qui est réparti sur plusieurs pays. Plus nombreux sont aujourd'hui en Turquie. Et la politique d'Erdogan, cet autocrate, vise notamment, mais je dirais presque prioritairement aujourd'hui, à discriminer les Kurdes, réduire leurs droits. Il y a des dizaines de maires kurdes, de parlementaires, beaucoup de journalistes aussi en Turquie qui sont emprisonnés. Il y a eu beaucoup de morts, une pression et un non-respect des droits de l'homme massif. On en parle trop peu en France, donc je veux aussi participer à ce qu'on en parle, parce que c'est évidemment extrêmement important qu'on défende les droits des Kurdes en Turquie, en Irak, où il y a un gouvernement régional, un Kurdistan autonome, en Syrie, où les Kurdes devront être partie prenante de la reconstruction politique de la Syrie, alors que beaucoup cherchent à les éliminer. Vous parlez de ces menaces, de ces persécutions. Est-ce que la France doit donner davantage, justement, asile à cette population ? La France a toujours été solidaire des Kurdes, elle doit l'être davantage. Et oui, bien sûr, la France gagnerait à donner parfois plus facilement des visas à des militants qui sont menacés dans leur vie même. Et on l'a vu sur un autre pays, avec l'Afghanistan, comment la France ne se grandit pas lorsqu'elle ne donne pas des visas à ceux qui l'ont aidé dans les combats essentiels, et notamment contre le terrorisme islamiste. On voit que cette communauté kurde joue aussi un rôle culturel important à travers l'hommage qui a été rendu à ce cinéaste. Il y a pourtant une méconnaissance finalement de la culture kurde. C'est un très grand peuple, une grande culture qui en effet n'est pas assez connue et reconnue. Et voilà, Anne Hidalgo a fait un geste très important lorsqu'elle a accepté de donner le nom de Yilmaz Güney, qui était un cinéaste kurde qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 82, à un nouveau jardin de Paris. C'est la première fois qu'un artiste kurde voyait son nom inscrit à Paris dans un jardin, et en tant que kurde, c'est un symbole très important. Il a fallu lever quelques résistances d'ailleurs, qui sont toujours résistances diplomatiques habituelles. Elle venait d'où ces résistances? Parce que vous avez parlé forcément de la Turquie et d'Erdogan. De ne pas vouloir froisser la Turquie. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est vraiment pas de ne pas froisser la Turquie. Au contraire, c'est de participer à la pression pour que Erdogan ne puisse pas déployer tout son jeu, comme on le voit faire aujourd'hui, avec une certaine réussite, et ça doit nous inquiéter. Eh bien, merci à vous, Rémi Féraud, d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre vos rendez-vous sur Public Sénat. On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Et notre émission Audition publique, invité ce soir Yannick Jadot. Très bonne soirée à tous et à bientôt.
les voit là aujourd'hui. Adonis, l'élan d'Europe, c'est la mascotte de l'espace faune de la forêt d'Orient. Une zone de 50 hectares où les animaux vivent en semi-liberté. Et là, ils sont attirés en fait par le bruit, donc le bruit des voitures. Je pensais que c'était moi qui les attirais. Nous sommes en plein cœur du département de l'Aube, dans un espace devenu l'une des vitrines du parc naturel régional qui accueille plus de 10 000 visiteurs à l'année. Un moyen de faire découvrir les 23 000 hectares de forêt de ce parc naturel. Les 53 parcs naturels régionaux de France actuels, ce sont des territoires vivants, habités, où on concilie, où on essaye de concilier la protection de la nature et le développement économique, et l'accueil et l'information du public et l'innovation. Évelyne Perrot est l'un des 2 sénateurs du département. Ce parc naturel régional, elle le connaît par cœur. Longtemps élue d'une des 57 communes qui constituent le parc, elle est convaincue de son intérêt. Les communes font partie du parc naturel. Et ce sont les communes et les conseils municipaux qui signent la charte des parcs, de leur parc. C'est une volonté de dire, voilà, nous remarquons tous ensemble que nous avons un territoire de qualité, tous ensemble on va le valoriser. Le parc est situé tout autour de ces réservoirs créés pour retenir l'eau du bassin parisien. Et vous avez un pigargue à queue blanche qui est posé sur l'arbre. Venez voir. C'est le plus grand aigle pêcheur d'Europe, de 2,40 m d'envergure. Et là, vous avez vraiment de la chance. C'est là l'un des plus grands lacs artificiels de France. Grues cendrées, pigargues, hérons. Ce lieu est désormais connu des touristes qui viennent admirer des espèces ornithologiques. Ainsi, dans la commune du Ménil-Saint-Père, plus de 150 000 touristes sont venus l'an dernier sur les berges de ce lac. Située à proximité de la métropole de Troyes, cette commune très rurale est ainsi devenue complémentaire des zones urbaines du département. Le parc pour Troyes, c'est le poumon vert. Donc ils viennent tous se ressourcer un peu là et découvrir parce qu'ils ne connaissent pas le territoire en fait, ils connaissent que la ville. Au jour d'aujourd'hui, le partage qu'on peut avoir et Jacqueline avec son partage vers la métropole, moi je trouve que c'est un lien extraordinaire. C'est elle qui peut vraiment apporter énormément de choses à ce monde urbain qui est un monde consommateur. Bonjour Evelyne. Ça va ? Oui, très bien. Très bon, alors une belle saison ? Très belle saison. Pour les élus locaux, le parc naturel permet aussi de développer certains projets. Sur la commune de Doche, où Évelyne Perrot a longtemps été maire, c'est un moulin à vent qui a été reconstitué. À la clé aujourd'hui, une des attractions du département. On a un parc magnifique, avec de magnifiques lacs. Ça crée un ensemble, ça donne cette impression de fini. Voilà, on est dans un ensemble très joli, avec ce moulin qui domine. Il a fallu quand même l'appui du parc naturel pour ouvrir des portes. C'est le parc qui nous a ouvert des portes pour avoir des subventions, entre autres la région et puis les fonds FEDER. Donc sans l'appui du parc et du président de l'époque qui était un homme convaincu qu'on pouvait réussir, on n'aurait pas fait tout ça. Les parcs, par l'expertise qu'ils apportent, sont donc vecteurs de développement pour les territoires. Une conviction désormais portée au Sénat par Évelyne Perrot.